Bonjour tout le monde. Je vais bienvenue au Summit Canada, DevOps Summit Canada 2022. J'espère que vous vous amusez. Maintenant, il y a des présentations en français et en anglais, bienvenue encore une fois. Le sujet de la présentation aujourd'hui, ça va être la cyber-résilience dans le DevSecOps. Donc, on va couvrir une angle du DevSecOps aujourd'hui. Je me présente, mon nom est Kaïs Salhi, je suis architecte logiciel d'entreprise avec environ 10 ans d'expérience dans le domaine de technologie d'information. J'ai fait le parcours dans différentes compagnies, dans différents domaines, secteurs d'activité, entre autres télécommunications, financiers, assurance et énergie. Mon parcours se résume, j'étais développeur, j'étais tech lead, architecte, solutions applicatives, entreprise. C'est à peu près ça. J'étais dans des environnements waterfall, pas d'automatisation, pas de CI/CD, pas d'agilité, pas de cloud, pas de développement cloud native et pas de DevOps, ni DevSecOps. Et ceci, c'est compréhensible, bien sûr, selon les contextes. Je suis aussi évangéliste et advocate DevSecOps, Cloud Native, et l'architecture moderne. Aussi, je fais partie de la communauté de pratique DevOps de Canada en tant que lead du chapitre Montréal et Québec. Dans la mise en contexte, si on remarque, ça fait quelques années, l'adoption du cloud, du DevOps, des pipelines CI/CD ou de l'approche cloud native en général a donné naissance à une évolution rapide et flexible des pratiques DevSecOps. Cette évolution rapide-là est une façon flexible aussi, ce qui permet de développer des applications logicielles rapidement en s'articulant sur le mode open source et les services extensibles du cloud. Et ceci dans le but d'optimiser la gestion de l'infrastructure applicative. Tous ces éléments-là ont aidé à réfléchir de façon continue sur plusieurs axes. Par exemple, la structure des organisations, la structure des équipes, la formation en continu des équipes pour pouvoir suivre cette évolution-là et pouvoir suivre la rapidité d'évolution du marché technologique. Aussi, l'alignement des visions stratégiques des organisations par rapport aux perspectives d'évolution du monde TI. Donc, tout ça, il donne des travaux en continu à faire à chaque fois pour suivre ça. Par contre, cette évolution et rapidité d'innovation ont donné naissance à des nouveaux défis, notamment la cyber-résilience. Donc, la question qui se pose ici, la question qu'on essaie de répondre maintenant, c'est comment je peux instaurer des pratiques ou même des outils qui favorisent la cyber-résilience dans le contexte DevSecOps. Bon, donc on va définir un petit peu la première fois, c'est quoi la cybersécurité, parce que généralement, c'est toujours lié à la cyber-résilience. C'est quoi la cybersécurité? Selon la définition de Cisco, c'est la pratique consistant à protéger les systèmes, les réseaux et les programmes contre les attaques numériques. Qu'est-ce qui peuvent être ces attaques-là? Ce sont des attaques qui visent la plupart du temps à accéder à l'information sensible, à modifier cette information ou même détruire ou interrompre les processus d'affaires. Donc, c'est quoi la cyber-résilience? Elle consiste à assurer la continuité de fonctionnement des systèmes et des applications malgré la détection des vulnérabilités et les cyberattaques. Donc, l'idée maintenant avec la cybersécurité, c'est qu'on a des outils, on essaie d'installer ces outils, d'acheter ces outils-là, ou même si c'est open source. Et ces outils, ce sont
ils vont faire une fonction, disons, statique. Ils vont détecter des vulnérabilités ou un type de vulnérabilité, où ils vont faire juste un seul fonctionnement. Donc, c'est ça l'outil qui aide à la sécurité. Où on apprend des pratiques de sécurité. Par exemple, ne pas mettre des passwords dans le code. C'est un exemple classique. Donc, tout ça, ce sont des choses qui aident à installer la cybersécurité de façon statique. Tandis que pour la cyber-résilience, il peut être un attachement de tous ces outils-là, c'est ce qu'on va voir par la suite, pour aider à ne pas tomber dans le non-fonctionnement de notre système ou notre application suite à la détection d'un défect ou la détection d'une anomalie ou suite à un cyberattaque. Donc, la cyber-résilience dans le DevSecOps. Ça, c'est le schéma classique du DevOps ou DevSecOps en prenant en considération toutes les capacités à faire comme le code, le build, le plan, le release, le déploiement, etc. Dans ce schéma-là, on voit qu'il y a plusieurs points où la sécurité peut intervenir. Donc, par exemple, dans le code, dans le build avec les SAST, au moment de testing avec les tests, les pen tests, etc., le monitoring, l'audit, etc. Donc, prenons l'exemple de faire dès le début, disons, quand je commence à coder, quand je commence à faire mon code dans, dans Git, par exemple, je fais le premier commit, etc. Avant de faire le premier commit, il y a le peer review ou le code review que généralement, ça se fait avec un collègue. Donc ça, c'est une sorte de sécurité et de qualité qui va aider à augmenter la qualité de code. Aussi l'utilisation des SAST, comme par exemple, ou le DAST, comme par exemple le SonarQube ou Fortify. Donc ça a aidé à détecter les vulnérabilités vraiment très tôt, avant d'aller avec les tests, les mises en prod, etc. Donc ça, c'est un deuxième élément qui aide à la sécurité. Prenons par exemple un autre exemple un petit peu plus loin. Par exemple, donc, comme le monitoring, comme on voit maintenant sur sur le schéma, ou l'observabilité en général. Prenons un exemple très classique, qui est la détection de plusieurs requêtes en même temps sur un serveur ou sur une instance cloud. Donc, ce bombardement avec ces requêtes-là, avec les outils de monitoring ou d'observabilité, il peut donner des alertes et des flags. Ces alertes et ces flags-là seront distribués vers toutes les parties prenantes. Et ça, dans le but de prendre des actions nécessaires. Et comme ça, on garantit un fonctionnement continu de nos applications. C'est-à-dire, avant que l'instance s'arrête ou le serveur s'arrête, on a des alertes pour nous dire, pour nous flaguer, pour nous dire, hey, il y a un problème là. Je reçois plusieurs requêtes en même temps. Donc ça permet à l'équipe de réagir rapidement et garantir la continuité de fonctionnement. Donc, si je fais un récap sur ce diapo-là, la cyber-résilience, c'est une sorte de pratique et un travail composé de plusieurs outils, dès l'écriture du code jusqu'à la mise en prod. Ces outils, ils doivent travailler ensemble pour s'attacher et s'intégrer et donner un fonctionnement continu de notre application. Je prends un troisième exemple très simple. Supposons que j'ai fait mon code, j'ai committé la pull request, je passe mon code dans le SAST. Ah, il y a un petit problème, il y a une vulnérabilité. Il y a par exemple un variable qui s'appelle password. Est-ce que ça va arrêter le fonctionnement de mon environnement, supposons que l'environnement est l'environnement de développement? Bien sûr que non, parce que le nouveau build n'a pas passé, parce qu'il a détecté une vulnérabilité. Donc, le build, l'ancien build qui est déjà dans mon environnement de développement, il fonctionne encore.
Le nouveau bit n'a pas encore arrivé. Au contraire, il a été stoppé à un moment donné avec le SAST, avec la détection du variable nommé password. Donc, tout ça, ces pratiques et ces outils-là, ensemble, ils forment une cyber-résilience du fonctionnement de systèmes et applicatifs. Donc, ça, c'est un récap. Passons aux pratiques d'implémentation de la cyber-résilience. On a parlé un petit peu tout ce qui est CI, CD, fonctionnement, etc. Maintenant, faisons un pas de recul et regardons qu'est-ce qu'on peut amener comme pratique à haut niveau et sur quel axe on peut travailler pour implémenter la cybersécurité. Si on commence avec l'axe culture, donc la collaboration inter- et intra-équipe et collègues est très importante, notamment avec l'implication en amont de la sécurité dans toutes les phases de création de produits. Donc, le travail entre les collègues est très important avec l'échange d'informations. Excusez-moi. Avec l'échange d'informations entre les équipes. Donc, il y a une pratique de communication à instaurer par les leaders de ces équipes-là, qui est la pratique de communication en continu pour pouvoir pallier à certains problèmes qui nuisent au fonctionnement de l'application. Par exemple, on ne peut pas avoir détecté, supposons qu'on a une équipe de support qui détecte, par exemple, les requêtes en même temps là, avec l'outil de l'observabilité. Et cette information n'a pas été communiquée au moment ou en amont pour pouvoir pallier à ce problème-là. Donc, le problème, il va arriver. Donc, le problème, il va s'arriver et on aura un problème et on aura un arrêt de l'application. L'autre, c'est l'apprentissage en continu, permettre le partage d'informations et l'apprentissage dans le travail quotidien. Donc, dans le travail quotidien, il faut instaurer, comme j'ai dit, il faut instaurer une pratique de toujours communiquer, toujours parler et structurer l'équipe selon les contextes. Donc, parce que la structuration de l'équipe, c'est elle qui va faciliter et qui va permettre d'instaurer la communication en continu. L'autre axe, c'est les processus. Donc, ça sera bien de capitaliser sur un processus de développement itératif et incrémental en suivant le mode produit. Ça va permettre de faciliter la gestion des produits d'enfants. Aussi, fluidifier le processus de gestion de changement et le processus de livraison. Ça va aider, par exemple, si on a un problème, je ne sais pas, problème quelconque en prod, je n'ai pas besoin de passer par un processus très lourd, par exemple, de gestion de changement. Pour faire n'importe quel changement en prod, tu dois passer par un approuve manuel, disons, ou un approuve humain. Je sais que parfois, dans certains contextes, il faut faire ça, mais il faut trouver aussi un moyen de fluidifier ça, de mettre ça plus smooth, plus fluide dans le fond. Aussi, capitaliser sur l'automatisation des processus si applicable. Donc, au lieu de faire un approuve manuel, ça sera bien de l'automatiser si le contexte permet de faire ça. Troisième axe, c'est l'axe de technologie et technique. Donc, la sécurité dès la conception, security by design en anglais. C'est une approche de gestion des vulnérabilités qui permet d'instaurer la pratique de sécurité adaptative au lieu de sécurité statique. Donc, ça, c'est une approche qu'on peut commencer à appliquer vraiment beaucoup en amont, en commençant avec l'architecture et même avant parfois. Le DevSecOps en tant que service. Donc, il faut avoir, l'idéalement, c'est d'avoir une plateforme de CI/CD de bout en bout pour que tous les composants de la chaîne peuvent travailler ensemble et peuvent s'intégrer ensemble. Et à ce moment-là, on peut créer une cyber-résilience de nos systèmes et de nos applications. L'observabilité de bout en bout, elle est très importante. L'observabilité dans
tout le cycle de développement de l'application. Et l'observabilité en continu, il doit être quelque chose en continu tant que l'application roule. La sécurité en continu, Chaos Engineering, ça aussi, ça permet, c'est un facilitateur dans le fond, c'est un facilitateur dans la mise en place de la cyber-résilience. Donc, comme on sait, c'est un processus de test de système TI distribué essentiellement pour s'assurer qu'il peut résister à des problématiques imprévues, inattendues. Il s'appuie sur des concepts de la théorie du chaos qui se concentrent sur un comportement aléatoire. Il y a le dernier élément qui est très important, c'est le SBOM, nomenclature logicielle ou en anglais Software Bill of Material. Donc ça permet de faire l'inventaire de toutes les composantes logicielles, incluant l'open source, et de regarder les licences et de regarder les dépendances d'un produit. Donc ça donne une visibilité sur qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que j'utilise. Passons aux outils maintenant. Au niveau des outils, il y a une multitude d'outils. Il y a beaucoup de fournisseurs, beaucoup de vendeurs. Il y a aussi le marché de l'open source. Donc, je ne vais pas vraiment nommer certains outils pour ne pas dire, OK, pourquoi il a nommé ça et pas les autres, etc. Donc, ce que je conseille fortement, c'est de capitaliser sur les outils de l'industrie et les outils essentiellement qui sont supportés par des communautés renommées, comme par exemple le CNCF Landscape. Ça permet de faire une vue d'ensemble sur les outils de la communauté. Et ça donne aussi une idée sur ce qui va être supporté pour un long terme. Donc ici, j'ai fait un zoom sur Security and Compliance juste pour montrer qu'est-ce qu'il y a comme outil. Mais dans le landscape ici, on peut voir qu'il y a plusieurs autres sections qui touchent le CI, qui touchent le CD, qui touchent les tests et plusieurs autres axes. Donc, je vous encourage fortement à capitaliser sur ça. Aussi, il y a le landscape de CDF, Continuous Delivery Foundation. Il y a plusieurs outils que vous pouvez regarder, que vous pouvez utiliser dans vos projets. Donc ça donne une très bonne idée sur ce que le marché utilise et ça donne une idée aussi sur les outils évolutifs et qui vont évoluer pour une très bonne période de temps. On arrive à la fin. Donc, merci pour votre participation. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn et ça me fera plaisir de répondre à vos questions et d'échanger d'informations avec vous. J'espère que vous amusez avec les présentations du Summit Canada 2022. Merci et bonne journée.